Deuxième partie. Dernier jour. You only got one finger left, and it's pointing at the door. Beck. Lord only knows. Il ne te reste qu'un doigt, et il pointe vers la porte. Beck. Seul le Seigneur sait. Pour Paul M. La deuxième fois fut pire que la première, parce qu'il savait déjà à quoi s'attendre d'une part, mais aussi parce qu'un coude est bien plus épais qu'un poignet. Il y arriva pourtant, de la main gauche et en dépit de l'arme que Borcher lui braquait sur le crâne. D'abord il prit la précaution de poser un garrot en haut de son bras, avant de sectionner l'os d'un violent coup de hachoir, et de plaquer le moignon contre le brûleur. La chair grésilla, fuma, et il commença à ne plus y voir clair. Il secoua la tête, fit 2 pas vers Borcher et s'effondra. Après, la situation se compliqua. En reprenant connaissance, il vit que Borcher le menaçait toujours de son arme, un sourire plein d'anticipation aux lèvres. « Et de quoi allons-nous nous défaire maintenant ?» demanda Borcher, le regard brillant. Klein le frappa de toutes ses forces à la gorge, et Borcher tomba à la renverse, le souffle coupé. Se traînant sur lui, Klein eut juste le temps de presser le pouce sur le cran de sûreté, derrière la détente de son arme. Il l'écrasait sous son poids et lui rampait lentement dessus, tandis que Borcher essayait de lui arracher le doigt en pressant la détente. Peu après, Klein lui cassa le nez d'un coup de tête. Klein dut continuer à frapper Borcher jusqu'à ce qu'il perde connaissance, pour pouvoir lui arracher l'arme de la main. Puis il lui fourra la ceinture de sa robe de chambre dans la bouche. À cheval sur sa poitrine, il le gifla doucement, jusqu'à ce qu'il rouvre les yeux. « Je vais bien !» essaya-t-il de se convaincre durant tout ce temps, même s'il avait l'impression d'être un peu étranger à son propre corps. « Je me suis jamais senti mieux. » Son bras amputé ne lui faisait même pas mal. Il se demanda vaguement dans combien de temps il allait mourir emporté par une infection. « Salut, Borcher !» s'exclama-t-il quand l'homme revint à lui. Et puis il le prit à la gorge et l'étrangla de sa main valide. C'était difficile d'avoir une prise ferme, difficile de ne pas lâcher. Au bout d'un moment, Klein commença à avoir des vertiges et eut peur de s'évanouir, mais quand le vertige fut passé, Borcher avait l'air à peu près mort. Ensuite, la situation se compliqua sacrément. Lumière, obscurité, et de nouveau lumière. Quelque chose contre sa joue, un écho, des bruits qui approchaient, s'éloignaient, des voitures peut-être, un goût de sang dans la bouche qui se remplit de sang. Il dut se forcer à tousser pour pouvoir respirer. Lentement, sa bouche se remplit à nouveau de sang. Il devait être en train de se vider de son sang. Il continua à prendre de lentes inspirations, à cracher du sang, prit des inspirations de plus en plus lentes. Au bout d'un moment, il n'entendit plus rien, et il n'y eut plus que la nuit. Il s'efforça de continuer à respirer quand même. Quand il eut cessé de respirer, il ouvrit les yeux. Il était allongé dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras. Il se dit qu'il devrait se lever, mais quand il essaya de le faire, il eut l'impression qu'on lui enfonçait une lame de poignard dans l'œil. Alors il renonça. Il se contenta de rester allongé, en fixant d'abord le rideau qui séparait le lit du reste de la pièce, puis la rangée de lumières fluorescentes alignée au-dessus de sa tête. Quand il ferma les yeux, les lumières étaient toujours là, groupées derrière sa rétine, vive et nette. « Sans doute un véritable hôpital, » songea-t-il, sans ouvrir les yeux. « Ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais toujours mieux que si ce n'est pas un véritable hôpital. » Il mit un certain temps à remarquer qu'il avait perdu le reste de son bras, amputé à l'épaule. Maladroitement, il défit le pansement qui la recouvrait, décolla la bande de gaz tachée. C'était un professionnel qui s'était occupé de lui, car le moignon était lisse, habilement coupé, uniformément cautérisé et suppurait à peine. Lorsqu'il fléchit l'épaule, il eut un élancement dans le bras amputé, et sentit du pus couler un peu plus vite du moignon. Sa main amputée, coupée plusieurs semaines auparavant, le faisait moins souffrir, presque plus du tout. Le pire, c'était la partie entre le poignet et le coude, qu'il avait coupé lui-même devant Borcher. La chair et l'os au-dessus de l'avant-bras, du coude à l'épaule,
amputées à son insu, picotaient légèrement. Quand il réessaya de s'extirper du lit, il ressentit la même douleur à l'œil. Il essaya encore une fois, réussit à aller un peu plus loin, mais la douleur devint si vive que la pièce tournoya devant ses yeux, avant de s'évanouir tout à fait. Quand il rouvrait les yeux, un homme vêtu d'une blouse bleue était assis à son chevet et consultait un bloc-notes en métal. Il avait l'air légèrement soucieux. Klein le regarda tourner des pages tandis que des flaques de lumière se formaient sur ses lunettes et s'écoulaient au gré de ses mouvements de tête. Épinglé à sa blouse, un badge, du nom de Morand. « Ah !» dit Morand en souriant. « On a décidé de vivre, on dirait, monsieur Klein. » Son sourire s'effaça lentement devant le silence de Klein. « Sans vouloir vous offenser, » ajouta-t-il. « Il n'y a pas de mal, » bredouilla Klein d'une voix faible qui ne ressemblait pas beaucoup à sa voix. « Vous n'auriez pas dû défaire le pansement, » remarqua Morand en désignant l'épaule de Klein et en faisant le tour du lit pour l'examiner. « Elle cicatrise bien, cela dit. » Il sortit le pied de Klein de sous la couverture, lui retira sa chaussette et son pansement. Klein vit qu'il lui manquait 3 orteils. « Il n'était pas beau à voir, » dit Morand. « Vous avez eu de la chance de ne pas perdre le pied. » Il inscrivit quelque chose sur le bloc-notes. « J'ai quelques questions à vous poser, » reprit-il. « D'abord, que pensez-vous de ce qui vous est arrivé ?»« Qu'est-ce qui m'est arrivé, exactement ?»« Votre bras, » dit Morand. « Ce n'est pas facile de perdre une si grande part de soi. Comment vous sentez-vous sur une échelle de 1 à 10 ?»« 10, c'est bien ou c'est mal ?» demanda Klein en scrutant le dos du bloc-notes. « 7 ou 8, c'est ce que j'appellerais bien. Ce qui fait que 10 correspondrait plutôt à extraordinairement bien, ou à je ne me suis jamais senti mieux. Tout dépend à quel point vous êtes expansif. »« Il me manquait déjà une main. Je m'y étais plus ou moins habitué, » souligna Klein. « Disons 4 alors. Si j'ai bien enregistré vos propos, bien sûr. Navré que nous ayons dû amputer le reste du bras, » dit-il en se penchant vers le moignon de Klein, « même si c'est une réussite, je dois dire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi pas ? » ?»« Quand je lève la tête, j'ai l'impression d'être poignardé dans l'œil. »« Je vois, » commenta Morand en souriant. « C'est sans doute à cause de la balle qu'on vous a tirée dans la tête. »« Une balle dans la tête ?» Le sourire de Morand s'évanouit de nouveau. « Vous ne vous rappelez pas ?» Il sortit de sa poche un miroir rond de la taille d'un œil à peu près, fixé à un stylet métallique qu'il lui tendit. « Vous avez déjà vu le pire. » Klein s'en saisit maladroitement. « Ce n'est pas un miroir de dentiste, pour examiner la bouche ?»« Théoriquement, si. Je croyais que les médecins portaient leur miroir sur le front, pour la lumière ou quelque chose comme ça. »« Pas moi. » Klein fit pivoter le stylet entre ses doigts, jusqu'à ce qu'une partie de son visage se reflète dans le miroir. Un reflet qui tremblotait un peu. En tournant délicatement le miroir, il vit qu'un bandage lui enveloppait en grande partie la tête. Morand le déroula lentement, pour laisser apparaître un épais tampon de gaz noir de sang et de liquide lymphatique. Lorsque Klein fit mine de le toucher, Morand l'en empêcha. « Nous changerons le pansement dans un instant. Vous pourrez regarder à ce moment-là. »« Où suis-je » voulut savoir Klein. « Dans un lit d'hôpital, » répondit Morand, surpris. « Je croyais que c'était évident. Vous aviez l'air d'aller plutôt bien vu les circonstances. »« Dans un hôpital ?»« Naturellement. Où voulez-vous trouver un lit d'hôpital ? » ?»« Je suis libre de m'en aller. »« Nous ne sommes guère en état de nous en aller, non ?» dit Morand, amusé. « Par nous, j'entends vous. Franchement, je suis un peu surpris que vous soyez en vie. Pendant un moment, vous avez été mort d'un point de vue purement technique. Vous en étiez conscient ? Bien sûr, mort d'un point de vue technique, c'est moins grave que mort tout court. Vous me menacez ? » Le médecin eut de nouveau l'air surpris. « Qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour vous offenser ? » ?»« Vous pouvez ouvrir le rideau ? » ?»« Le rideau ? Pourquoi ? » ?»« Je veux simplement vérifier par moi-même ce qu'il y a de l'autre côté. »« Mais je vous l'ai déjà dit, nous sommes à l'hôpital. »« Ouvrez les rideaux, s'il vous plaît. » Morand l'observa un moment, avant de hausser les épaules et de se retourner. Klein cacha le miroir de dentiste sous sa couverture, pendant que Morand tirait le rideau. Il vit 3 autres lits, une porte qui s'ouvrait sur un couloir inondé de lumière. « Un hôpital, tout ce qu'il y a d'ordinaire, » songea Klein. « Vraiment pas de quoi s'inquiéter. » Une infirmière entra et, avec précaution, se mit à décoller la gaze du crâne de Klein. Morand fouilla distraitement la poche de son veston avant de vérifier dans ses autres poches et de balayer du regard la table de chevet et la couverture. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Klein. « Je n'arrive pas à trouver mon miroir. »
Le miroir de dentiste? Je ne l'ai pas vu, prétendit Klein. Morand vérifia de nouveau ses poches, haussa les épaules et sortit. Il revint quelques minutes plus tard avec un miroir plus grand, fixé à un câble rigide mais flexible, dont l'extrémité était équipée d'une pince. Il l'attacha au goutte-à-goutte de Klein, qu'il rapprocha du lit, et ajusta le miroir jusqu'à ce que Klein puisse y voir son reflet. Il n'y avait plus de pansement maintenant. L'infirmière tapotait la plaie avec un tampon humide pour décoller lentement la croûte. C'était une grosse plaie irrégulière, un entrelac de points de suture qui lui couvrait tout un côté du crâne. « Nous avons extrait la balle, la partie qui n'est pas sortie d'elle-même, » précisa le médecin. « Le plus gros, en tout cas. » L'infirmière continuait de tapoter la plaie, appuyée au bord du lit. Klein l'observait dans le miroir, l'écoutait respirer. « Votre plus gros souci, c'est le cerveau, » reprit Morand. « Et aussi l'hémorragie interne. Je laisserais tomber la course à pied pendant un moment si j'étais vous. » L'infirmière poussa un gloussement strident. « La douleur dans votre œil est inquiétante. Nous pouvons poser un drain si le cerveau court un risque. Contentons-nous de vous placer en observation pour l'instant, d'accord ?» L'infirmière recouvrit la plaie avec de la gaze et se mit à lui bander le crâne. « Nous allons simplement vous tenir à l'œil, » déclara Morand distraitement. « Quoi ?» dit Klein, soudain nerveux. « Quoi ?» dit le médecin. « Pas de quoi vous inquiéter, monsieur Klein. C'est pour votre bien, » ajouta-t-il de nouveau, tout sourire. Ils tirèrent les rideaux autour du lit en sortant. Mais Klein n'entendit pas la porte se refermer. Il resta allongé, les yeux rivés sur les lumières, à écouter leurs pas résonner le long du couloir, la voix du médecin alternant avec les ricanements stridents de l'infirmière. Au bout d'un moment, le téléphone se mit à sonner. Il se trouvait sur la table de chevet tout près de Klein, du côté de son bras amputé. Pour l'attraper, Klein aurait dû rouler sur son moignon et tendre son bras valide. Il n'avait pas le courage d'affronter la douleur. Alors il ne bougea pas. Il se contenta d'écouter. Il y eut 6 sonneries, puis plus rien. 6 autres, puis plus rien. Et encore 6. Et puis le téléphone arrêta de sonner. 666. La marque de la bête, songea-t-il. Ils savent pertinemment où je suis. Tout ça le rendit très nerveux. Il se força à se rasseoir, plus lentement cette fois, et en faisant plus attention. Il avait toujours l'impression que quelqu'un lui enfonçait un couteau dans l'œil, mais plus lentement maintenant. Et une fois qu'il fut assis, la douleur se fit progressivement moins lancinante. Le téléphone, désormais silencieux, se trouvait toujours du mauvais côté, comme le rideau. Klein tendit le bras aussi loin que possible, sans parvenir à l'atteindre. Quand il se tortilla pour essayer de le toucher, la douleur se concentra dans son œil avant d'irradier. Il essaya d'atteindre le rideau, en s'aidant du miroir de dentiste, mais cela ne suffit pas. Il approcha le miroir fixé à la perfusion, tendit le câble au maximum, puis tordit le support jusqu'à ce que le miroir touche le rideau. Il recommença et le miroir frôla le rideau qui s'agita. Il ramena le miroir vers lui, redressa légèrement le bout du câble avant de tendre une nouvelle fois le support vers le rideau. Quand il le toucha, Klein fit pivoter le support d'un geste brusque. Une vague de douleur déferla dans ce qui lui restait d'épaule et au fin fond de l'abîme de son œil. Il plissa violemment ses paupières closes en se mordant les joues. Il eut l'impression que cela l'aidait. Lorsque Klein rouvrit les yeux, il avait un goût de sang dans la bouche. En glissant sur la barre, le rideau s'était entrebâillé de quelques centimètres, laissant une petite ouverture près du mur, juste derrière sa tête. À la deuxième tentative, Klein réussit à créer un interstice au moins 2 fois plus grand. À la troisième, le rideau resta nettement entrebâillé, tout en ayant simplement l'air d'avoir été fermé à la va-vite. C'était difficile de manœuvrer le support du goutte-à-goutte et le miroir sans s'évanouir, mais au bout du compte, Klein réussit à les placer tout contre le rideau, miroir plaqué au mur. En tenant le miroir de dentiste à l'angle adéquat, il aurait une vue imprenable sur la porte. Quelques heures passèrent, sans que personne n'entre dans la chambre. Et quand quelqu'un entra, c'était un homme seul, de forte carrure, qui perdait ses cheveux et disposait de tous ses membres. Il entra, hésita avant d'approcher du rideau. Klein cacha le miroir de dentiste sous son drap et observa le bout des chaussures de l'homme sous le rideau. « Monsieur Klein ?» Klein ne répondit pas. Il observa l'inconnu à travers ses paupières mi-closes, le vit écarter lentement le rideau et se poster près du lit. L'inconnu resta un moment immobile et silencieux.
Puis ses pas s'éloignèrent, résonnant à travers la chambre. Lorsqu'ils se rapprochèrent, il portait une chaise. Il s'installa près du lit, croisa les bras. Juste derrière lui, une ombre franchit le seuil et disparut. Un moment plus tard, elle entra de nouveau dans le champ de vision limité de Klein et prit forme humaine, celle d'un officier de police en uniforme. L'officier posa la main sur l'épaule de l'autre homme. « Il dort, Franck, n'est-ce pas ? Je vais bientôt le réveiller. »« Où veux-tu que je m'installe ?»« Peu importe, » répondit Franck avec un haussement d'épaule. « Ici, si tu veux, ou dans le couloir, juste devant la porte. » L'officier de police alla chercher une chaise, la posa dans un coin et s'assit. Il s'affala presque aussitôt. Peu après, il dormait. Au bout d'un moment, Franck tendit la main et secoua doucement Klein. « Je sais bien que vous ne dormez pas. Je n'ai jamais prétendu le contraire. »« Petit sournois, » remarqua Franck, amusé. « Klein, c'est ça ? C'est ça. Vous étiez flic autrefois ?» Klein acquiesça d'un signe de tête. « Un infiltré, ce n'est pas un flic, » commenta Franck. « C'est un type qui ne sait pas qui il est. Vous savez qui vous êtes, Klein ? Mieux que vous. N'en soyez pas si sûr, » dit Franck, qui fouilla dans sa poche et en sortit un bout de papier plié qu'il ouvrit et défroissa avec précaution. « Je lis ici, amputé d'une main. Je dirais que c'est un euphémisme, pas vous, Klein. Comment avez-vous perdu votre main ? » ?»« Je me la suis coupée. Pourquoi irait-on faire une chose pareille ? Vous pouvez lire le compte-rendu dans les journaux. Vous n'avez aucune envie de me raconter comment vous avez perdu le reste du bras, j'imagine. Et les orteils. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps, » rétorqua Franck. Il attendit. Quand il vit que Klein ne disait rien, il s'étira. « Il y a tout un tas de mutilés au sud d'ici. Vraiment. Assez pour remplir une propriété entière. La Sainte Confrérie chrétienne de l'amputation, ou un truc comme ça. La confrérie des mutilés. Il demande après vous. » Klein resta muet. « Vous savez pourquoi ? » demanda Franck. « Pourquoi ? Ils refusent de le dire. Ils ont l'air de vouloir entrer en contact avec vous, c'est tout. Ils m'ont déjà trouvé. Ils vous ont rendu une petite visite de courtoisie ? Pas encore. » Franck se leva pour faire lentement le tour du lit. « Vous voulez que je joue cartes sur table ? On jouait aux cartes, je n'étais pas au courant. »« Vous n'êtes pas au courant de grand-chose, on dirait, » commenta Franck en se grattant la tête et en se tournant vers le rideau. « Voilà comment je vois les choses. Il y a quelques semaines de ça, vous vous matérialisez sur le bord d'une route de campagne, délirant, à moitié mort. Une espèce de bon samaritain vous aperçoit, étendu sur le bas-côté, et appelle les secours. Je me rends sur place et découvre une mare de sang et un bras sectionné au niveau du coude. Amputation récente et grossière. Je crois récupérer un cadavre, mais il se trouve que vous respirez encore. Une respiration superficielle. Vous suffoquez lentement. Alors, par bonté d'âme, je vous conduis à l'hôpital. Vous me suivez jusqu'ici ? » Klein hocha la tête. « Un peu plus tôt dans la journée, quelqu'un me signale un incendie au milieu de nulle part. L'officier que j'envoie sur les lieux m'annonce que le feu a pris dans un bâtiment situé sur la propriété d'une secte. « Des blessés ou des victimes ?» je lui demande. « Je ne sais pas, ils ont refusé de me laisser entrer », il répond. Franck se tourna vers Klein. « C'est un genou, il ne savait pas s'y prendre. Si ça avait été moi, je vous jure que je serais entré. Mais le temps que j'arrive sur place, l'incendie avait été maîtrisé. Tout avait été nettoyé, pas le moindre signe que quelque chose clochait. On m'arrête au portail en m'expliquant que tout est rentré dans l'ordre. Les gardes étaient manchots et portaient une espèce de pistolet prothèse à la place de la main amputée. Est-ce que c'est légal ? Probablement pas. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ce que je sais, c'est que j'ai le droit d'entrer, mais si j'entre, il risque d'y avoir des blessés. Et puis, il est trop tard pour mettre la main sur quelque chose qu'ils n'ont pas envie que je trouve. Alors je laisse tomber. » Franck se rassit. « Et puis vous sortez de nulle part. Quand deux unijambistes assistent aux mêmes balles, ça n'a rien d'une coïncidence. » remarqua-t-il en se penchant vers Klein. « Vous avez quelque chose à dire à ce stade ? » ?»« Toujours pas. J'ai le temps, je suis pas pressé. Je vais vous laisser réfléchir quelques heures. Davis, ici présent, va s'assurer que vous ne faites pas de bêtises. Même si, d'après le médecin, vous ne seriez pas capable d'aller bien loin. Faut jamais sous-estimer un homme prêt à se couper la main pour gagner quelques minutes le temps de réfléchir, » dit-il avec un sourire amer. « Je sais peut-être 2 ou 3 choses sur votre compte, après tout. » Il se leva en se passant la main sur la nuque, comme s'il défroissait le col de sa veste. « Alors, ça vous dérangerait de me dire ce que vous faisiez là-bas ? Où ça ? » ?»« Vous le savez très bien, » dit Franck, l'air dégoûté. « On peut pas dire que mon boulot soit folichon. Quelqu'un comme vous devrait le savoir. » Klein ne dit rien.
On aurait dit qu'on le poignardait dans l'œil, mais plus doucement maintenant, avec un couteau à beurre. Soit la douleur diminuait, soit il s'y habituait. Les deux peut-être. Il plissa la paupière en attendant que la douleur passe. « Comment avez-vous perdu votre bras ?» demanda Franck. « Qui vous a tiré une balle dans la tête ?» demanda Franck. « Pourquoi les mutilés en ont-ils après vous ?» demanda Franck. « Vous ne voulez pas répondre tout de suite ?» dit Franck. « Très bien. Je vais dîner et voir ma copine. Je reviendrai demain matin de bonne heure. Vous répondrez à mon retour, je vous le garantis. » Soudain la douleur avait disparu. Klein ouvrit l'œil. Il vit que Davis s'était réveillé, alerte. « Vous faites partie d'une secte ?» demanda Franck en se dirigeant vers la porte. « Vous êtes un de ces fameux mutilés ?» ?»« Non, répondit Klein. C'est déjà ça, » dit Franck en sortant. Assis, légèrement affalé, bras croisés, jambes tendues devant lui, chevilles croisées, Davis observait Klein. « Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police ?» finit par demander Klein. « Ça vous regarde pas ?»« Qu'est-ce qui vous prend ?» s'étonna Klein. « Je fais juste la conversation. » Si vous croyez pouvoir berner Franck, moi je vais pas tomber dans le panneau, vous pouvez me croire. Et vous vous trompez aussi sur le compte de Franck. »« Quel panneau ? Je ne vois même pas de quoi vous voulez parler. » »« Ça suffit, vous me fatiguez. » Davis transporta sa chaise dans le couloir. Il la posa près de la porte et s'assit. Tout ce que Klein voyait de lui, se découpant dans le chambranle de la porte, c'était une fine portion d'épaules et de bras. Klein avançait vers un garde avec un pistolet à la place de la main. Le garde levait le bras, contractait légèrement l'avant-bras. Le pistolet émettait un cliquetis bizarre et un coup partait. La tête de Klein partait sur le côté et il se retrouvait allongé, de la terre et du sang plein la bouche. Tout lui semblait étrange, comme si la frontière entre les choses et lui était beaucoup plus floue qu'il ne l'avait jusqu'alors supposé. Il se rendait compte qu'il avait une arme à la main, mais pas à la place de la main. Il était couché dessus, l'arme coincée quelque part sous ses côtes. Était-il capable de bouger ? Non. S'il visait le garde à travers sa propre poitrine et appuyé sur la détente, arriverait-il à l'abattre avant qu'il tire un autre coup de feu ? Le garde approchait d'un pas pesant. Sa démarche avait quelque chose de bizarre, une espèce de tintement métallique l'accompagnait. Et ses pas semblaient durer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Klein faisait un effort terrible pour dégager l'arme en roulant sur le côté, et eut l'impression d'être poignardé dans l'œil. Mais il n'en fallait pas plus. Il avait réussi. Il pointait l'arme devant lui, doigt sur la détente. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui demandait une infirmière, une nouvelle, une personne qu'il se rappelait avoir déjà vue. L'obscurité gommait les traits de son visage. « Ça ressemble à un miroir de dentiste. » Il se contenta de la regarder tout en brandissant le miroir. Près d'elle, sur la table de nuit, le téléphone sonnait. « Si c'est un dentiste que vous êtes venu consulter, vous vous trompez d'endroit, » dit-elle en décrochant le combiné. « Allô ?» Le poignard sortit lentement de son œil pour réintégrer le fourreau de Dieu. Il glissa le miroir sous la couverture. « Il est là ? Puis-je savoir qui est à l'appareil ?» L'infirmière hocha la tête, éloigna le combiné de sa bouche en masquant le haut-parleur de la main. « Votre femme !»« Je ne suis pas marié, » répondit Klein. « Vraiment ?» s'exclama-t-elle, l'air pensif. « Franchement, à la voix, cela m'étonnait que ce soit une femme. »« Passez-moi le téléphone, je crois savoir qui est au bout du fil. » Poser le combiné du mauvais côté de son visage avec la mauvaise main s'avéra compliqué. « Mais comment cela se fait-il ?» s'étonna Klein. « Je fonctionne depuis suffisamment longtemps sans ma main droite pour y être habitué. » La perte du reste de son bras avait apparemment changé quelque chose dans sa tête. Il repartait à zéro. « Allô ? Monsieur Klein !» dit quelqu'un d'une voix blanche, rauque. Une voix qui lui paraissait vraiment bizarre, tout en lui rappelant aussi vaguement quelque chose. « Lui-même, qui est à l'appareil. »« Vous le savez bien, allons. Vous avez fichu une belle pagaille. »« Je n'ai rien demandé du tout, et j'ignore qui est à l'appareil. »« Qui demande quoi que ce soit ? Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. »« Qui est à l'appareil ? demandait l'infirmière. On vous fait une farce ? » « Monsieur Klein !» fit la voix au téléphone. « Quoi ? Que se passe-t-il » voulut savoir Davis qui se réveillait. « Tu parles d'un garde » songea Klein. Davis s'était levé, forme sombre encadrée dans la lumière de la porte ouverte. Il alluma et resta debout à cligner des yeux, le visage bouffi. « Rien » répondit Klein. «
Monsieur Klein, répéta l'inconnu, nous passons vous rendre une petite visite. et la communication fut interrompue. Il expliqua à l'infirmière qu'on lui avait fait une farce, pas de quoi s'inquiéter, juste un ami qui se croyait drôle. « Tu parles d'un ami ?» dit-elle. Davis et elle traînèrent sans but dans sa chambre un moment, Davis menaçant d'appeler Frank si Klein ne lui répétait pas ce que son correspondant lui avait dit. En dépit des protestations de Klein, l'infirmière lui fit une piqûre avant de quitter la pièce. Davis resta un petit moment près du lit à l'observer d'un regard méfiant, avant de retourner s'asseoir devant la porte. Klein resta allongé à se demander de quelle manière ils allaient le tuer. Il commençait à ressentir les effets du produit que l'infirmière lui avait administré. Des insectes lui grouillaient sous la peau. « Sûrement pas ici, sûrement pas à l'hôpital, » songea-t-il. Même s'il lui rendait effectivement visite, Davis était là, devant la porte. Il entendrait sûrement quelque chose. S'il ne dormait pas. « Il faudrait que je reste éveillé. Il le faut, » songea Klein, à l'instant où il sentit l'obscurité se figer autour de lui, et son visage devenir aussi rigide que du verre. Plus tard, un bruit dont il n'arrivait pas à déterminer la nature le fit revenir confusément à lui, sans savoir exactement s'il l'avait véritablement entendu ou tout bonnement rêvé. Un murmure sourd. La chambre était plongée dans la pénombre, hormis une faible lueur près de la salle de bain et un rectangle de lumière provenant du couloir. Qu'avait-il entendu ? Ce bruit, ni immédiatement reconnaissable ni familier, l'avait probablement réveillé. Quelque chose avait changé. Klein trouva le couloir bizarre. Il observa le rectangle de lumière que dessinait l'embrasure de la porte. C'était juste une porte, mais elle avait quand même l'air bizarre. « Il manque quelque chose. Mais quoi ?» se demanda Klein. Il avait beau l'observer, elle n'avait rien d'extraordinaire. C'était une porte tout ce qu'il y avait de normal. C'est alors qu'il se rendit compte que, justement, c'était ça qu'il y avait d'extraordinaire. Où étaient l'épaule et le bras de Davis ? « Pas de quoi s'inquiéter, » se dit Klein. « Il s'est juste levé pour aller aux toilettes. Il a bougé sa chaise de quelques centimètres, c'est tout. » Restait la question du bruit. Qu'avait-il entendu ? Il retournait encore la question dans sa tête quand une infirmière entra en ajustant son uniforme. Ce n'était pas la même infirmière que tout à l'heure. C'est peut-être l'infirmière de nuit. Mais la dernière infirmière n'était-elle pas justement l'infirmière de nuit ? Il la regarda approcher, les paupières lourdes. Il se rendit compte que les chaussures de l'infirmière laissaient des traces par terre et eut un choc en s'apercevant que c'était du sang. Il la regarda approcher tout en faisant semblant de dormir. Il agrippa fermement le miroir de dentiste, l'extrémité du stylet pressée contre son pouce. Il n'était pas très pointu, bien que légèrement effilé au bout. Lorsque l'infirmière approcha, il eut la certitude qu'une de ses mains était une prothèse. Sa démarche lui fit penser qu'elle avait aussi un problème à la jambe, une blessure grave ou une jambe artificielle. Une fois arrivée près de son lit, elle se contenta de l'observer. Il la vit sortir de la poche de son tablier une aiguille hypodermique recouverte d'un capuchon de plastique gris. Elle la fixa maladroitement à une seringue. Elle ôta le capuchon en le faisant légèrement pivoter pour laisser apparaître l'aiguille. De l'autre poche, elle sortit une fiole trapue en plastique qu'elle posa sur la table de nuit, perça l'opercule du bout de l'aiguille et aspira le liquide qui remplit la seringue en bouillonnant. Elle retourna la seringue qu'elle tapota pour évacuer l'air. « Maintenant, elle va approcher l'aiguille pour me piquer le bras. » songea Klein en se crispant légèrement. « À ce moment-là, je lui planterai le stylet dans l'œil et je la tuerai. » Sauf que les choses ne se passèrent pas tout à fait comme il l'avait imaginé. Au lieu de s'approcher pour lui injecter le produit dans le bras, elle l'injecta dans la poche du goutte à goutte. Elle se tenait au-dessus de lui et l'observait, encore hors de portée. Dans l'obscurité, une partie de son visage, ses dents ou ses yeux, luisait doucement. Lentement, avec précaution, en s'efforçant de ne pas faire bouger les draps, il posa la paume de la main sur le lit. Posée sur le dessus de sa main entre les os, la perfusion le gênait. Mais grâce au sparadrap qui la maintenait en place, elle ne bougea pas. Klein remua la main d'arrière en avant, en essayant d'attraper le cathéter entre ses doigts. Il avait la bouche de plus en plus sèche. La perfusion était collée trop loin sur le poignet. Il n'avait aucune prise pour l'attraper,
surtout d'une main. Il aurait pu y arriver, mais pas sans que l'infirmière sache qu'il était réveillé. Klein fit rouler le miroir de dentiste entre ses doigts pour le tenir comme un stylo. Miroir près du bout de ses doigts, stylet à la pointe effilée contre la palmature du pouce. Il fléchit le poignet vers l'arrière, sans parvenir à agripper la perfusion avec le stylet. Il fit passer le miroir entre l'index et le majeur pour réessayer. Tendit les doigts jusqu'à ce que la pointe effilée touche le dessus du poignet. Tout en poussant le miroir contre le matelas, il avança la main. La pointe effleura la bande de sparadrap, glissa dessus. Klein réessaya plus lentement cette fois. Il commençait à avoir la langue épaisse et dure comme le manche d'un fouet. Le stylet toucha le sparadrap, resta un moment coincé au bord avant de glisser dessus. À la troisième tentative, Klein réussit à bien enfoncer le stylet sous le sparadrap. Il le fit aller et venir consciencieusement pour s'assurer que le sparadrap se décollait, puis, en se servant de ses articulations comme pivot, l'arracha lentement. En se décollant, le sparadrap fit un petit bruit que l'infirmière ne remarqua pas. Il resta accroché au stylet, entraînant la perfusion. Klein ressentit un picotement quand elle sortit de la veine. Il tâtonna pour s'en emparer, tint un moment le cathéter humide entre ses doigts, puis en pinçant l'extrémité pour empêcher le sérum de couler. L'infirmière se tenait près de Klein et regardait tour à tour la poche du goutte à goutte et son patient. Au bout d'un moment, elle consulta sa montre. Klein avait l'impression que sa bouche commençait à redevenir sa bouche, une bouche en tout cas. Elle picotait légèrement. Au bout d'un moment, l'infirmière décrocha le téléphone et composa un numéro. Elle lança un juron et raccrocha avant de recommencer. La sonnerie du téléphone résonnait entre l'oreille de l'infirmière et le combiné. Soudain, il y eut un déclic, un murmure sourd à l'autre bout du fil. « C'est moi !» annonça l'infirmière. « Oui !» dit-elle, avant d'ajouter « Il y avait quelqu'un dehors. » Puis « Mort. Non, l'homme assis devant la porte. 2 infirmières aussi. C'était inévitable. De toute façon, c'est fait maintenant. On ne peut rien y changer. J'ai dû prendre une décision. » L'infirmière plaça le combiné au creux de son épaule et tendit la main. Klein sentit des doigts à la naissance de ses cheveux, un pouce juste sous son œil qui repoussait sa paupière. Il laissa l'œil rouler dans son orbite, le laissa flotter. « Il en a l'air, » déclara l'infirmière. « Difficile d'être catégorique dans le noir. Évidemment que je vais m'en assurer, » dit-elle en lâchant la paupière de Klein. Il laissa son œil flotter, de sorte à pouvoir l'observer à travers ses paupières. Elle vérifiait la poche du goutte à goutte et lui tournait le dos. « Où ?» demandait-elle. « Le faire sortir sur un brancard comme un cadavre, alors ?»« Oui, comme vous voulez. » L'infirmière tâta la poche du goutte à goutte puis recula légèrement le doigt. Elle restait immobile, doigt tendu, et Klein attendit qu'elle baisse la main. Mais elle recommença, plus lentement cette fois. « Un instant, » dit-elle. Klein entendit un froissement sourd à l'autre bout du fil. La poche du goutte à goutte, il reste davantage de sérum que je ne l'escomptais. Klein songea un instant à relâcher l'extrémité de la perfusion, à la laisser goûter dans le lit. À la place, il chercha le miroir de dentiste à tâtons. « Le cathéter a dû s'en mêler, » annonça l'infirmière. « Ne quittez pas !» Elle se tourna vers Klein après avoir posé le combiné sur la table de nuit. Une voix s'en échappait encore. « Attention !» conseillait-elle. Dans la pénombre, elle vérifia la perfusion en passant ses doigts tout le long du cathéter, de la poche au bord du lit. D'une main, elle baissa la barrière. Elle avait déjà tiré la couverture, tête penchée contre Klein, quand il comprit qu'il devait saisir la chance qui se présentait enfin, et lui planta de toutes ses forces le stylet en plein visage. Terrassé par une douleur fulgurante à l'œil, Klein perdit connaissance. Il était en train d'étouffer quand il revint à lui. L'infirmière gisait sur lui, une épaule contre sa bouche. Il avait lâché la perfusion qui s'était mise à goûter. Un des côtés du lit était trempé. Klein sentait aussi quelque chose d'humide, mais plus chaud autour de son visage, et quand il tourna la tête pour essayer de respirer, il vit que l'oreiller était imbibé d'une substance sombre. Il en déduisit que ce devait être du sang. Klein commençait à avoir mal à l'épaule. En se tortillant, il réussit à repousser le bras de l'infirmière, mais son cou et son oreille glissèrent pour venir prendre sa place. Il continua à se tortiller, se servit de son bras valide pour se dégager. La tête de l'infirmière s'inclina légèrement. Son oreille glissa contre la pommette de Klein. Son crâne lui écrasa le visage, balayé au passage par ses cheveux, qui laissèrent une traînée humide jusqu'au menton.
La tête de l'infirmière bascula, et dans l'obscurité, Klein aperçut l'éclair fugace du stylet et du miroir ancré quelque part dans son visage. Puis le reste du corps glissa du lit et s'écroula par terre. Klein se mit à halter. Des cheveux étaient pris entre ses lèvres, et il tenta de s'en débarrasser, d'abord en soufflant dessus, puis en les repoussant de la main. Immobile, il reprit son souffle, l'oreiller devenant poisseux, collant. « Détends-toi, se dit-il. Reste calme. » Mais allongé dans l'obscurité, il avait l'impression d'entendre l'infirmière bouger faiblement, quelque part sous le lit. Il entendait une espèce de chuchotis, ou le frottement d'un objet contre du papier. Il ne pouvait s'empêcher de voir ses doigts bouger dans le noir, sous le lit, de voir son corps se redresser lentement. Il eut bientôt l'impression que rester ainsi à l'imaginer en train de revenir à la vie était pire que la douleur qu'il ressentait à l'œil en se levant. Lentement, il passa les jambes par-dessus le rebord du lit et se leva. Des douleurs lancinantes dans le crâne. Il ne se rendit pas tout de suite compte qu'il marchait sur l'infirmière et faillit tomber, en cherchant à poser les pieds par terre, sans glisser ni trébucher. Mais presque sans s'en rendre compte, il se retrouva debout, encore conscient, se retenant au matelas d'une main. L'espèce de froissement était toujours audible, et Klein réussit à se redresser suffisamment pour tâtonner jusqu'à un interrupteur, manquant de tomber en voulant l'atteindre. La lumière tremblota un moment avant de s'allumer, blafarde. Regarder par terre lui faisait mal à la tête. Il vit l'infirmière étendue face contre terre, contorsionnée, la tête flottant à quelques centimètres du sol, en équilibre sur le miroir de dentiste, une traînée de sang le long du lit et sur le sol, témoin de sa glissade. Elle ne remuait pas. Après l'avoir examinée un moment, Klein s'aperçut que le froissement provenait du combiné du téléphone, posé sur la table. Il le prit, le plaça contre sa joue. Le froissement se mua en chuchotis, puis une voix lui parla à l'oreille. « Mlinko, disait-elle. Dites-nous ce qui s'est passé, Mlinko. Mlinko, répondez, s'il vous plaît. » Ce n'est pas Mlinko à l'appareil, annonça-t-il après avoir écouté un moment. Le chuchotis cessa. L'espace d'un instant, il crut que le correspondant avait raccroché. Quand il se remit à parler, sa voix n'avait plus rien d'un murmure, mais restait monocorde, sans âme. « Monsieur Klein, déclara la voix. Oui, répondit Klein. Pourriez-vous nous passer Mlinko? Mlinko m'a tout l'air d'être morte. Elle en a tout l'air ou elle l'est vraiment? Les deux. Vous avez fichu une belle pagaille. Je n'ai absolument rien demandé, répondit Klein malgré lui. Oui, dans ce cas, vous devez vous rappeler le reste de la conversation. Ça ne change rien. Nous comptons quand même passer. Plus tard, une fois sur la plateforme de chargement, il se demanda comment il y était arrivé. Seul le début était clair dans son esprit. Il avait lâché le combiné avant d'essayer de se pencher pour fouiller les poches de Mlinko. Mais avant même d'avoir réussi à s'agenouiller, il avait compris qu'il lui serait impossible de se relever. Il avait cherché sur la table de chevet un objet pouvant lui servir d'arme, mais n'avait rien trouvé. En s'appuyant au lit, il s'était lentement dirigé vers la porte. Son œil le faisait toujours souffrir, mais la douleur tenait plus de la pression constante que de la déchirure, tant qu'il ne faisait pas de mouvement brusque de l'épaule. Il avait clopiné jusqu'à la porte en ayant l'impression de se mouvoir sous l'eau. Une fois sur le seuil, il avait traversé la mare de sang en se tenant à l'embrasure. Davis était étendu sur le côté, visage tourné vers le plafond, gorge tranchée, tête relevée vers l'arrière. On lui avait sectionné 2 doigts. Ils avaient disparu. Klein avait l'impression que le sang qui imbibait ses chaussettes était chaud. Il avait failli tomber en glissant, failli s'évanouir et manquer perdre à nouveau l'équilibre. Il était revenu à lui, s'était agrippé au comptoir du bureau des infirmières, derrière lequel il avait vu 2 femmes, gorge tranchée, mains invisibles de sorte qu'il n'aurait su dire si on venait de les amputer des doigts ou pas. Il avait reconnu celle qui avait répondu au téléphone plus tôt, mais pas l'autre. Klein s'était redressé, avait longé le couloir, la respiration saccadée, l'épaule douloureuse. La longue lame affûtée du poignard avait réintégré son œil. Il percevait les choses par à-coups. Soudain, il s'était retrouvé dans le couloir, plus loin qu'il ne l'avait cru. Au fond, une porte qu'il avait franchie sans l'ouvrir. Des visages se dressaient çà et là autour de lui, figés et statiques, tels des silhouettes de papier animées de drôles d'expressions, avant de s'évanouir rapidement. Un autre segment de couloir, une rampe en pente douce, un escalier étroit dont il avait dégringolé les marches, autant qu'il les avait descendues. Et puis,
Miraculeusement, il était debout au bas des marches. Une nouvelle longueur de couloir plongeait dans la pénombre. Une série de lits déglingués alignés le long d'un mur, suivis de plusieurs conteneurs de plastique bleu scellés. Enfin, 4 portes battantes. Quand les événements eurent retrouvé une certaine logique, Klein se retrouva sur une espèce de plateforme de chargement, effondré contre une rambarde, en train de regarder la bouche d'égout en contrebas. « Et maintenant ?» songea-t-il. La plateforme était déserte, pas un véhicule en vue. En s'appuyant à la rambarde, il pouvait gagner un escalier. Il pourrait descendre les marches avant de gravir l'allée et quitter l'hôpital. La pente n'était pas trop abrupte, mais Klein n'était tout de même pas certain de pouvoir y arriver. Dans l'autre direction, la rambarde s'arrêtait juste devant une grande benne à ordures vertes. Il y avait peut-être un espace entre la benne et le mur du fond. Il pourrait peut-être s'y faufiler. Klein hésitait encore quand il vit 2 silhouettes descendre l'allée et approcher à grands pas en entraînant des ombres dans leur sillage. Il se retourna, clopina vers la benne à ordures. Les pas des inconnus résonnaient sourdement dans la nuit. « On m'a vu !» se dit Klein, tout en continuant à avancer. De plus en plus lentement, semblait-il. Il distinguait mieux l'espace disponible à mesure qu'il approchait, sans être sûr pourtant d'avoir la place de s'y glisser. Quand il fut tout près, il vit que ce serait trop juste. Il s'y réfugia du mieux qu'il put et attendit. Il y faisait un petit peu plus sombre, mais pas suffisamment pour disparaître complètement. Il avait sans doute été vu. « Ce n'est peut-être pas moi qu'il cherche, » songea-t-il. Les inconnus montèrent sur la plateforme et se dirigèrent droit sur lui. « Vous êtes Klein !» déclara l'un d'eux, le brun. Il lui manquait un œil et la plupart des doigts d'une main. L'autre main avait été remplacée par une prothèse en forme de pistolet. Il lui manquait aussi une oreille. Il ne semblait manquer qu'une main, la droite. À l'autre homme, un blond légèrement en retrait. Il tenait un revolver dans l'autre. Klein hocha la tête. Il avait l'impression d'avoir des hématomes à l'intérieur du crâne. « Qu'avez-vous fait à Mlinko ?» voulut savoir le brun. « Vous voulez les détails ?»« Je veux savoir où elle est. » »« Nulle part, elle est morte. » L'homme leva sa main armée, la braqua sur le crâne de Klein. « Vous savez que nous sommes venus pour vous tuer, je suppose. »« Je ne peux pas vous dire que je sois surpris. »« Quelles seront vos dernières paroles ?» demanda le blond en levant lui aussi son arme. « Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ?» répéta le brun, perplexe. Le blond avait reculé d'un pas et se trouvait désormais bien en retrait derrière le brun. Il ne visait plus Klein. Son arme semblait lentement dériver. Peu après, elle était braquée sur la tête du brun, juste en dehors de son champ de vision. « Si, balbutia Klein. J'ai quelque chose à dire. »« Quoi ?» Klein ouvrit la bouche mais ne dit rien, se contentant de regarder les 2 hommes tour à tour en attendant de voir ce qui allait se passer. « Trop tard, l'heure est venue de mourir, » annonça le brun, avant d'être abattu d'une balle dans la tête par le blond. Il tomba à terre en poussant un râle, la bave aux lèvres, jusqu'à ce que le blond lui plaque le canon du pistolet contre l'oreille et appuie de nouveau sur la détente. Le blond donna un coup de pied au cadavre avant de ranger son arme. Il ne brandit point un rameau d'olivier mais un glaive. Il frappe, déclara-t-il en avançant vers Klein, sourire aux lèvres. « Monsieur Klein, quel plaisir de faire enfin votre connaissance !» s'écria-t-il en lui tendant la main.